Oui, si vous permettez, je pourrais répondre à beaucoup de choses étonnantes que j'ai encore entendues, mais il y a un point sur lequel que je ne peux pas laisser passer, encore une fois, c'est l'euro. Et encore une fois, là aussi, permettez-moi de vous dire que vous arrangez les chiffres à votre convenance. La France exporte à l'intérieur de la zone euro 65% de sa richesse créée. 65% à l'intérieur de la zone euro, comme d'ailleurs d'autres pays. Le seul pays qui exporte moins en zone euro, c'est d'ailleurs révélateur de leur compétitivité justement, c'est l'Allemagne, puisque ce taux ne cesse de tomber à l'intérieur de la zone euro, au profit évidemment de l'Asie, où elle exporte de plus en plus, donc elle tombe en dessous de 50%. Mais même 50%, ça veut dire comment expliquer que l'Allemagne a de telles performances avec un euro fort à l'intérieur de la zone euro comme à l'extérieur de la zone euro. Et la France qui, elle, exporte à l'intérieur de la zone euro à 65%, elle perd des parts de marché, même à l'intérieur de la zone euro. Je disais, oui. Non, absolument pas. Donc vous ne pouvez pas, absolument pas. Vous ne pouvez pas, soyez poli, vous ne pouvez pas accuser l'euro à ce moment-là d'être fort, puisque même à l'intérieur de la zone euro, avec exactement la même parité forcément, puisque c'est le même euro, la France perd des parts de marché. C'est dû à un déclin industriel. Alors ça aussi, vous prenez un raccourci historique qui vous arrange. C'est depuis 79-80 que la France est en déclin constant industriel, et d'autres pays d'ailleurs de l'Europe du Sud. Un chiffre là encore, en 1978, la part de l'industrie dans le PIB allemand, c'est-à-dire l'ensemble de la richesse produite en un an, est de 32%. 10 ans après, en 2012, la part de l'industrie dans le PIB allemand est tombée de 32% à 30,5%. En France, même année, 78-79, la part de l'industrie dans le PIB français était malheureusement de 28,6%, et aujourd'hui, c'est plutôt aujourd'hui malheureusement, il est tombé à 14,5%. Donc voilà, on ne peut pas encore une fois dire c'est la faute de l'Union européenne, du traité de Maastricht, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est exactement l'application de l'article 63. Puisqu'il y a des pays performants avec l'euro et d'autres qui sont moins performants avec l'euro. Mais vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'aurez pas perdu votre temps. Reconnaissez au moins ce point. Mais non, mais vous n'avez pas écouté ce que je dis. Je suis désolé de le dire. Je vous ai expliqué justement que la France, que ce n'était pas parce qu'on était en zone euro qu'on ne perdait pas des parts de marché. C'est ce que j'ai expliqué devant, enfin, il me semble que toute la salle l'a entendu. Parce que tout simplement, nous sommes concurrencés par des productions qui sont faites hors zone euro. Et le problème, c'est que les Mercedes, par exemple, sont inconcurrençables. Il n'y a pas de concurrent à la Mercedes. Par exemple, en matière de voitures, mais en matière de grandes entreprises, de PME, qui fabriquent des biens d'équipement pour les PM, pour les entreprises, il y a toute une série de spécialités où l'Allemagne est en quasi-monopole mondial. C'est comme ça. Si vous allez, par exemple, chez des viticulteurs de Bourgogne, j'en connais un, eh bien, vous verrez qu'il a des grosses machines, c'est fabriqué en Allemagne, c'est le seul fabricant au monde qui fabrique ces choses-là. Voilà, donc effectivement l'Allemagne se porte mieux puisqu'elle a une spécialité de son économie qui est moins attaquée par l'euro. Mais en revanche, la France, nous produisons des Renault, mais si vous voulez l'appétence des gens d'acheter une Renault, qui d'ailleurs est de moins en moins fabriquée en France, d'acheter une Renault plutôt que d'acheter une Hyundai ou une Daewoo ou une Subaru ou une Dacia, les gens s'en fichent. Ils vont à ce qui est le meilleur rapport qualité-prix. C'est la raison pour laquelle, effectivement, l'euro n'a pas les mêmes conséquences, il y a des conséquences différenciées selon que on parle de l'Allemagne ou des autres pays. Nous allons passer maintenant à notre troisième et dernière partie de ce débat, relative donc à l'avenir de l'Union européenne. Aujourd'hui, le constat, il est simple. Il faut sortir de toute urgence de la crise de l'Europe, enfin de la crise d'une manière générale. Bravo pour là-dessus. Les modérateurs sont neutres en principe. Les modérateurs doivent être neutres. Oui, c'est. Et on va pouvoir voir donc, vos divergences sur cette question, sur l'avenir de l'Union européenne à travers cette partie. Ma question, elle est toute simple. Une fois ce cap pensé, notamment la sortie de la crise,
Faut-il choisir une solution intermédiaire, c'est-à-dire modifier le fonctionnement de l'Union européenne, ou alors opter plutôt pour une position plus extrême, plus radicale, je dirais plutôt, à savoir la sortie de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN, notamment sur l'OTAN. D'un point de vue actuel, on a pu voir que François Hollande avait demandé un rapport à M. Hubert Védrine en novembre 2012 sur les conséquences du retour de la France dans le commandement intégré à l'OTAN sur l'avenir des relations transatlantiques et les perspectives de l'Europe et de la défense. Donc en gros, que pensez-vous de ce rapport et quels sont pour vous les moyens qui vont permettre de sortir de la crise? Est-ce une sortie de l'euro ou est-ce justement une modernisation, un refonctionnement des institutions européennes? Alors sortir de l'euro, évidemment non, et sortir de l'Union, évidemment non. Si vous voulez, on est au milieu du gué. On est au milieu du gué. Il y a un problème des économies occidentales. On parle toujours de crise économique, de crise financière, budgétaire, ça oui, mais de crise aussi, et je le dis tout le temps, des États-nations. Les États-nations, ces micro-États, ces États minuscules, ne pèsent plus dans la mondialisation du monde. Alors on peut, comme parfois ici ou là en France, vitupérer, stigmatiser contre la mondialisation. Comment l'arrêter? Alors l'Union européenne a fait déjà des choses en matière de régulation financière. Si on a le temps de développer, je parlerai de la taxe sur les transactions financières, où déjà 11 pays l'ont signé, etc., etc. Mais la mondialisation, c'est qu'il y a maintenant toute une partie de la planète, de l'Asie à l'Afrique. L'Afrique, ça ne se voit pas encore, mais l'Afrique, elle est en moyenne de 3% de croissance cette année, alors que nous, on va être en récession, enfin la moitié de l'Europe. Elle est en 3% de croissance. La croissance mondiale, malgré 5 années de crise depuis 2008, c'est-à-dire la crise des subprimes qui vient d'Amérique, la croissance mondiale, elle reste même cette année encore à 3,4% de croissance. Évidemment, c'est une moyenne mondiale. Ça veut bien dire qu'il y a des pays, des États, je dirais même des continents, qui sont à des taux de croissance qui étaient même supérieurs à nos fameuses 30 glorieuses de 5, 6, 7. La Chine va finir à 8. Alors évidemment, on me dit elle est retombée. Certes, elle était à 11%. Mais enfin 8%, vous imaginez, même en conséquences environnementales, pollution, etc., 8% de croissance, c'est énorme. Ça veut dire que ça, qu'on le veuille ou non, le monde mute. Donc c'est en fait, pour l'Occident, une crise de mutation. C'est une crise d'adaptation. Et là, effectivement, il peut y avoir des pays perdants, des pays, mais en tout cas les pays qui ne se constitueraient pas, et l'Union européenne est en construction. Au bout de 67 ans de construction, le bilan est largement positif, avec une deuxième monnaie du monde, mais l'Europe n'est absolument pas aussi intégrée que des États fédéraux comme les États-Unis. Mais même les États-Unis sont en déclin aussi économique, sauf que, encore une fois, je pourrais parler tout à l'heure des 3 attributs fondamentaux de souveraineté partagée, j'entends, c'est-à-dire une monnaie forte, une défense forte, une diplomatie forte pour peser au sommet de Copenhague ou ailleurs. L'Europe, aujourd'hui, inachevée politiquement, on a même parlé d'ailleurs, la formule me va, un euro sans État, mais c'est la faute à qui? C'est pas la faute ni à l'euro, ni encore moins d'avoir fait l'euro, c'est la faute à une génération de chefs d'État et de gouvernements européens qui n'ont pas voulu aller vers d'autres transferts de souveraineté, alors que c'est là la clé importante. Et les États-Unis ont tout compris, parce que si vous prenez les chiffres des États-Unis, là aussi on n'a pas le temps de développer, mais en 1955, les États-Unis, les échanges commerciaux américains dans l'ensemble des échanges mondiaux pèsent 32%. Pourquoi? Parce qu'en 50-55, l'Europe se reconstruit après la guerre que vous savez et la barbarie que vous savez. Donc 35%. Aujourd'hui, les États-Unis sont tombés à 22,8%. Aujourd'hui, ce sont des chiffres 2012. Je n'ai évidemment pas les chiffres 2013. Et l'Union européenne, dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire l'Union européenne telle qu'elle s'est créée depuis le traité de 58. Donc je n'ai pas les chiffres de 55, mais
permettez-moi de penser qu'entre 1955 et 1958, c'est pas passé non plus énormément. L'Union européenne, telle qu'elle commence avec la CE, Communauté économique européenne, en 1958, sa part des échanges européens dans l'ensemble du concert mondial était de 23%, États-Unis donc 32%, eux 23%, et est tombé aujourd'hui, parce qu'évidemment il y a l'Asie qui se lève et l'Afrique qui se lève, à 14%. Ce que je veux dire par là, quand on ne cesse de dire que l'Union européenne, même cette Union européenne inachevée, cette construction institutionnelle, politique et géopolitique inachevée, l'Union européenne, finalement, dans la part qu'elle occupe dans les échanges mondiaux, aujourd'hui encore, malgré certains pays qui ont, je le sais bien, des taux de chômage importants, a moins perdu que le déclin économique des échanges américains. Ce que je vous dis là, ça n'est pas moi qui l'invente, je ne l'ai pas inventé dans mon blog, puisque vous lisez mon blog, ce sont toutes les statistiques mondiales, que ce soit pas seulement Eurostat, mais le FMI, l'OCDE, la Banque mondiale, et toutes les structures, et y compris des instituts privés comme Rexecode, etc., qui, à 0,5% près, valident cela. Ce qui veut dire que nous sommes au milieu du gué. Le salut ne viendra que dans une poursuite de l'intégration économique et non pas abandonner, jeter le bébé avec l'eau du bain. Une sortie de l'euro, une sortie de l'UE serait proprement suicidaire, puisque de toute façon, une sortie de l'euro n'effacerait pas les dettes. Il faudrait les rembourser avec une monnaie plus faible. Ça, je n'arrête pas de le dire et de l'écrire. Ce qui est faux. Mais non, mais vous pouvez... Vous aurez le temps. Voilà, puisque vous aurez le privilège de finir. Je pense qu'on va pouvoir... Mais j'espère qu'on pourra débattre avec la salle, surtout. J'espère. Donc l'euro est une très bonne monnaie, mais une monnaie à laquelle il faut donner un leadership, un État, une gouvernance, et puis surtout mutualiser un peu plus. Ça a commencé de se faire d'ailleurs. La crise, finalement, a quelque chose, malheur est bon, la crise nous pousse vers un début de commencement de prémisse de mutualisation des dettes, de solidarité. Encore une fois, prenons les États-Unis d'Amérique. Vous avez des tas de pays qui sont en faillite, y compris la première économie de l'État américain qui s'appelle la Californie. Vous avez des pays qui vont très très mal. Je veux dire, il ne va à l'esprit de personne de sortir ces pays-là qui sont en faillite de l'Union américaine. On ne demande à aucun de ces pays de sortir du dollar. Qu'est-ce que c'est que cette fable concernant l'Europe? Mais par contre, le riche texan qui a des produits pétroliers passe son temps, c'est vrai, mutualisation des dettes, mutualisation aussi des programmes, mutualisation de la recherche, mutualisation de l'innovation. L'Europe est un géant économique, elle reste la première économie du monde et la première puissance commerciale du monde, mais elle est un nain politique puisqu'elle ne peut pas, sur l'ensemble des sommets, sur les thématiques environnementales, à part l'OMC, où là l'Europe est identifiée comme une structure unique, l'Europe manque de poids. Donc, encore une fois, dans d'autres pays, il y a des États qui vont bien aux États-Unis, d'autres qui vont mal. Au Japon, il y a des régions très riches, des régions très pauvres. Personne de ces régions ne demande de couper les branches pourries ou les branches en difficulté. Donc, il faut que l'Europe prenne conscience de sa force, de son potentiel aussi en matière de droits de l'homme, etc. Parce qu'on a parlé beaucoup d'économie ce soir, mais l'Europe, c'est quand même quelque chose de très important sur ce plan-là. On ne peut pas le récuser, mais il faut que l'Europe s'agrège, et s'agrège très vite maintenant. Alors, M. Maligari, vous avez compris que vous êtes pour aller de l'avant dans la construction de l'Européenne et de l'Union européenne. Monsieur Asselineau, vous aimeriez sortir de l'euro, mais alors comment faire concrètement? Est-ce que ce serait pas pire à l'heure actuelle de sortir de l'euro? Alors, d'abord, je trouve que c'est un petit tour de force qu'a fait M. Maligari, nous expliquer que l'Union européenne, en termes d'échanges commerciaux, est passée de 22 à 14% et d'en s'en féliciter comme un titre de gloire. J'avoue que c'est quand même assez fort. Deuxièmement, je voudrais attirer votre attention sur la comparaison systématique que M. Maligari fait, comme beaucoup d'européistes, sur les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe. Je réglerai ça, vous savez, il y avait De Gaulle qui avait cité ça d'une façon très rigolote, mais très très parlante. On ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Nous n'avons rien à voir avec l'histoire des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, depuis la déclaration des pèlerins du Mayflower de novembre 1620,
se sont constitués comme un seul corps unique, parlant la même langue et ayant la même histoire nationale, qui se sont ensuite répandus sur le territoire américain, d'ailleurs en se livrant à un génocide des populations indiennes sur laquelle il est de bon ton de jeter toujours un voile pudique, et qui se sont ensuite répandus et qui se sont ensuite partagé le territoire. Bon. Donc les Américains, depuis 1620, se sont considérés comme un seul et même peuple, un seul et même État. La construction, nous, c'est exactement le schéma inverse. Nous avons 27, 28 peuples, 30 peuples bientôt peut-être, en tout cas 28 au 1er juillet avec l'entrée de la Croatie. Il se trouve, ce n'est pas de ma faute, que c'est l'endroit du monde où il y a le plus de langues, le plus de peuples différents, avec des traditions extraordinairement différentes les unes des autres, des langues qui d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre elles, ont obtenu un statut planétaire, le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol, l'allemand d'une certaine façon, et que tous ces peuples, eh bien, ils existent. Et ce qui me fascine toujours dans les propos que je viens d'entendre, qui sont ceux qu'on entend sans arrêt, quand j'étais à HEC il y a 30 ans, 34 ans, c'était déjà ce que j'entendais. Il faut que l'Europe parle d'une seule voix. Bon, mais si ça ne marche pas depuis 34 ans, c'est qu'il y a un petit problème. Bon, qu'est-ce qui se passe? On entend toujours la même ancienne qui consiste à dire les politiques n'ont pas été assez bons, etc. On ne parle jamais des peuples. Je suis désolé, mais le reproche que vous faites aux hommes politiques, c'est moi le reproche inverse que je leur fais. C'est qu'au contraire, ils ont violé constamment les peuples. On l'a vu d'ailleurs en France, où 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Ils l'ont eu quand même. Nous avons affaire à un véritable déni de démocratie, pas seulement en France, mais dans l'ensemble des pays d'Europe. On a vu comment M. Mario Monti avait été nommé président du Conseil italien sans passer par la case élection. Il y a quand même encore des élections, il a été chassé comme un malpropre avec 10% des suffrages. Ce type avait été choisi par ceux qui tirent les ficelles, c'est-à-dire par Goldman Sachs. Bon, on a vu comment M. Papandréou avait été viré de Grèce parce qu'il avait osé vouloir demander au peuple grec par référendum s'il était d'accord avec le plan de sauvetage dit de l'euro, en fait de sauvetage des banques, qui consiste à piller le patrimoine des Grecs. Il a été viré comme un malpropre, remplacé par M. Papademos, qui est le type qui d'ailleurs a fait sa carrière à Boston, aux États-Unis, qui ensuite a maquillé les comptes publics de la Grèce avec les conseillers de Goldman Sachs pour que la Grèce entre dans l'euro. C'est pas moi qui le dis, c'est le Financial Times et le New York Times. Voilà. Donc voilà à quoi nous avons affaire. Nous avons affaire à un continent entier qui est en train de verser dans la dictature. On a appris il y a quelques jours, il y a une révélation qui a été faite, le chancelier Kohl a dit lui-même que s'il avait fait un référendum sur l'entrée de l'Allemagne dans l'euro, il y aurait eu 70% de non. Il a dit « j'ai agi comme un dictateur ». Sauf que maintenant, il y a 80% de gens qui veulent en sortir. On ne peut pas avoir de démocratie sans démos. Démocratie, c'est démos kratos en grec, le pouvoir du peuple. Est-ce qu'il y a un peuple européen? Alors évidemment, les idéologues disent « oui, il y a un peuple européen ». Non. Il n'y a pas de peuple européen, c'est faux. Il n'y a pas de sentiment de solidarité particulière entre les Français et les Lettons. Ça n'est pas vrai. D'ailleurs, ça me permet de dire quelque chose à quoi je tiens beaucoup, qui nous distingue au passage de tous les... Parce que je connais bien le discours « ah là là, vous êtes nationaliste, etc. » On n'est pas du tout nationaliste. Ce que je voudrais insister, c'est une des particularités des analyses que nous faisons, c'est que la construction européenne est une construction qui est de nature racialiste, sinon raciste. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où tout le monde est en contact avec tout le monde. D'ailleurs, je me félicite, je vois que dans cette école, j'ai croisé des Chinois. D'ailleurs, je crois qu'il y a une antenne de l'école de management de Lyon en Chine, je m'en félicite. Mais pourquoi voulez-vous présenter les Chinois comme un péril jaune? Parce que vous grattez l'européiste et au bout de 3 minutes, vous avez quelqu'un qui vous dit « ah mais, vous vous rendez compte, face aux Chinois, face aux Arabes, face aux Noirs ?» C'est-à-dire que ce que l'on nous présente comme une œuvre de paix, en réalité s'inscrit dans la théorie du choc des civilisations, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un apartheid planétaire
conçu par des esprits anglo-saxons, qui consiste à vouloir, d'ailleurs on n'a pas le temps d'en parler, le grand marché transatlantique qui nous pend au nez pour avoir une communauté euro-nord-américaine dont la vocation est de s'opposer au reste du monde. Or, ceci est contredit par les événements. Il se trouve que les Français sont beaucoup plus proches des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Haïtiens, des Québécois, des Suisses, que des Slovaques, que des Chypriotes, que des Slovènes, que des Hongrois, que des Bulgares. C'est comme ça. Voilà. Et c'est d'ailleurs très bien que ce soit comme ça. Merci, M. Asselineau. M'interrompez. Nous allons maintenant être proche de notre public et sélectionner 2 questions et les invités pourront y répondre. Bonsoir monsieur. Moi c'était pour monsieur Asselineau. Concernant Target 2, en réalité, est-ce que c'est pas plutôt une crise de confiance entre les banques et heureusement entre les banques de la zone euro et heureusement finalement on avait les banques centrales que sont par exemple la Bundesbank et la Banque de Grèce qui sont là pour prendre le relais. Parce que finalement, Target 2, c'est l'agriculteur grec qui achète un tracteur en Allemagne. Sa banque pourrait très bien passer directement à la banque allemande. Or, comme elles ne se font plus confiance et qu'elles ne prêtent plus d'argent, elles sont obligées de passer par la Banque de Grèce qui passe par la Bundesbank qui ensuite reverse à la banque allemande. Et donc, finalement, si on avait réussi à créer ce climat de confiance entre les banques, on n'en serait pas arrivé là. Donc on peut très bien ne pas avoir un système Target 2 qui explose et réussir à créer cette confiance qui manque. Donc est-ce que c'est pas un peu faux de dire que l'euro va exploser parce que Target 2 a atteint des summums D'abord, Target 2 n'a pas atteint des summums, il continue à diverger. Deuxièmement, je ne comprends pas très bien votre question. Avant... Est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'on pourrait peut-être avoir un climat de confiance entre différentes banques? Mais c'est pas un problème de climat de confiance, je comprends pas. Les banques contre la zone euro, je suis pas sûr que Deutsche Bank fasse vraiment confiance. Mais c'est pas un problème de confiance. Prenons les choses simplement. Un riche grec veut acheter une Mercedes. Avant, il payait sa Mercedes en drachmes au concessionnaire à Athènes. Le concessionnaire faisait venir une Mercedes d'Allemagne et le drachme était passé par le marché d'échange, était converti en Deutschmark pour ensuite être transféré au compte courant du fabricant Mercedes en Allemagne. Et donc, le déficit commercial était régulé par ce qui fait horreur à M. Maligari, c'est-à-dire par la dépréciation éventuellement de la monnaie grecque vis-à-vis de la monnaie allemande. Si beaucoup de Grecs voulaient acheter les Mercedes, progressivement, je schématise, progressivement, ça voulait dire qu'il y avait de plus en plus de demandes d'achat de marques contre des drachmes, et donc le drachme perdait de la valeur. C'est les théories classiques, si vous voulez. La dépréciation monétaire renchérissait pour les Grecs le coût des productions allemandes, donc avait tendance à rééquilibrer le déficit commercial. Mais désormais, il n'y a plus ça, puisque désormais, c'est avec le système Target 2, je ne suis pas sûr que vous maîtrisiez parfaitement ce dont il s'agit, c'est un système de transfert automatique, comme le disait M. Maligari d'ailleurs, de transfert automatique des fonds, puisque nous sommes dans cette série de monnaies homonymes, comme je le dis, avec un système de PEG de 1 pour 1. C'est-à-dire que les monnaies qui sont entrées dans la zone euro sont des créances respectives sur les banques centrales, mais s'échangent, c'est le principe même de la zone euro, au taux de 1 pour 1 sans limitation de volume ni de durée. Donc, il n'y a plus de marché d'échange. Et donc, mettons les 100 000 € de la Mercedes S qui va être payée par M. Papadopoulos au concessionnaire Mercedes à Athènes, vont partir directement, les 100 000 € vont aller sur le compte de la Dresdner Bank qui est celui de Mercedes. La contrepartie de ça, parce qu'il y a une contrepartie, c'est que la Bundesbank va être obligée de servir de la liquidité en euros créance Bundesbank à Mercedes, et donc on va avoir au bout du compte une augmentation à l'actif du bilan de la Bundesbank de créances sur la Banque centrale de Grèce. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça n'a rien à voir avec l'affaire des banques commerciales, c'est simplement, avant, le marché d'échange était un régulateur des déficits commerciaux intra-zone,
Maintenant, il n'y a plus de marché d'échange. Et donc, c'est d'ailleurs ce qu'a été ce que les Allemands reprochaient, c'est qu'il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'augmentation de créances sur des banques centrales des pays du Sud pourris, et c'est bien ce qui affole les Allemands. C'est que maintenant, il n'y a plus le marché d'échange pour réguler cette affaire de déficit commercial interne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je le disais, c'est qu'il y a un phénomène cumulatif. C'est la crainte des grandes fortunes grecques. On pourrait parler des Espagnols, parce qu'il y a eu 350 ou 400 milliards d'euros qui ont fui l'Espagne pour aller en Allemagne. Des gens qui se disent, si l'euro explose, je préfère avoir des créances sur la Bundesbank que des créances sur la Banque d'Espagne. Parce que les créances se transformeront ipso facto en monnaie nationale. Ça me permet peut-être d'ailleurs de répondre à une objection que j'entends souvent, que M. Malegari a faite, sur le fait que si nous sortons de l'euro, ça sera la catastrophe. Ce sont les mêmes qui nous avaient promis que l'euro, ce serait et qui maintenant nous disent si on en sort, c'est une catastrophe. Il ne faut pas croire les gens qui se sont trompés à 180 degrés depuis 20 ans. Il faut quand même accueillir avec une certaine prudence ce qu'ils disent. Je rappelle qu'il y a une étude qui a été faite par Natixis en 2012. Natixis, ça vaut ce que ça vaut. Enfin, c'est quand même des grandes banques françaises, avec Patrick Artus et des grands économistes, qui ont fait tourner leur système d'évaluation, qui a estimé qu'en cas d'explosion de la zone euro, le franc perdrait 2% par rapport à sa valeur au cours pivot vis-à-vis du dollar. Ce que j'espère que le franc perdrait davantage, d'ailleurs. Parce que 2% ne nous permettrait pas de récupérer notre compétitivité. Toujours selon cette étude Natixis, je vous renvoie sur cette étude, c'est juillet 2012, le mark prendrait 20%, le florin néerlandais prendrait 16%, le franc belge perdrait 6%, etc. Donc on est loin des phénomènes apocalyptiques. Mais je voudrais répondre à l'argument qui dit si nous sortons de l'euro, on va avoir une monnaie qui s'effondre. Vous avez vu, je viens de vous dire à l'instant que ce n'est pas le cas, mais même si le franc perdait 20%, 30%, et donc ça va renchérir terriblement nos créances en euros. J'ai deux choses à répondre à ça. D'abord, l'euro n'existera plus. Parce que si la France sort de l'euro ne sera plus qu'un moignon de ce qui existe. Et puis surtout, je renverrai à la déclaration de M. Mario Draghi lui-même, le président de la BCE, et qui a mis les pieds dans le plat l'été dernier, au grand scandale d'ailleurs des salariés de la BCE. C'est qu'actuellement, vous le savez probablement, lorsque les États émettent des obligations, des bonds, eh bien, en gros, à 10%, l'Allemagne est taxée, enfin, est facturée sur les marchés financiers quelque chose du style 1,5 à 2%. La France, un petit peu plus, 2,5%. L'Espagne et l'Italie sont montées jusqu'à 6 ou 7%. La question, c'est pourquoi ce différentiel de taux d'intérêt facturé par les marchés, puisque nous avons prétendument la même monnaie. M. Mario Draghi a apporté la réponse. Il a dit, petit 1, ce que facturent les marchés, c'est le risque de liquidité. Effectivement, quand vous prêtez de l'argent, vous ne l'avez plus pour vous, donc ça se facture. Petit 2, c'est le risque de remboursement. Et petit 3, c'est le risque de change. C'est-à-dire que d'ores et déjà, et ça personne n'en parle, mais si les marchés financiers demandent que les bonds italiens, espagnols soient une rémunération bien supérieure à ce que sont les bonds de l'Allemagne, c'est parce que les marchés intègrent la probabilité que, sous-disant, la monnaie est explosée et qu'il soit remboursé dans les monnaies nationales. Donc, lorsque nous sortirons de l'euro, nous dirons au marché, mais messieurs, les marchés, vous l'aviez anticipé. Dans vos anticipations, la France paye un peu plus cher que l'Allemagne. Donc, vous n'avez absolument pas à vous plaindre d'être remboursé en francs. Je voudrais juste répondre très très brièvement pour redonner la parole à la salle avec vos questions, parce que je ne peux pas laisser non plus entendre un tel film. Vous confondez, désolé, mais vous confondez liquidité et solvabilité. Si les taux d'intérêt sont différents, effectivement, dans les remboursements de la dette, qu'elle soit privée ou publique d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils étaient d'ailleurs montés à des taux abyssaux au pays qui allait le plus mal, la Grèce en tête, jusqu'à 25-26%. Là, on avait dépassé l'usure. Et donc là, il a fallu que la solidarité joue. Et maintenant, d'ailleurs, ça ne cesse de baisser, même en Grèce. Il faut savoir quand même que la Grèce, dès l'année prochaine, pourra se repositionner sur le marché obligataire. C'était pas gagné, on nous prédisait, là, dans l'autre sens. Des fois, on est trop pessimiste.
ça arrive. On nous prédisait que la Grèce ne pourrait pas le faire avant 2020, elle pourra le faire dès 2014. Il faut saluer l'effort. Et même le Portugal ou même l'Espagne, ça ne cesse de baisser. Et d'ailleurs, même la France, qui ne va pas bien, c'est à 1,75% et plus de 2,5%. Là, vous êtes en retard de 1 an. C'est à 1,75% qu'elle emprunte sur les OAT, les obligations à terme, sur 10 ans. Mais surtout, là où je voulais rebondir, parce que je pourrais rebondir sur tellement de choses, mais là quand même, au moins, laissez-moi vous dire cela, c'est un problème de solvabilité. Ça n'a rien à voir avec un taux de change, ça n'a rien à voir même que vous empruntiez. Monsieur Draghi. Vous avez, je sais que c'est une tactique chez vous de couper la parole aux gens, moi je vous écoute tout le temps. Alors soyez au moins polis. À défaut d'être inexact ou compétent, soyez au moins polis. Alors, la solvabilité des États est mesurée par des paramètres, par des instituts, par des États, etc. Tout le monde s'épie, tout le monde surveille tout le monde, etc. Et donc c'est la confiance qu'on a, c'est les marchés financiers, c'est les fonds de pension, c'est les banques, c'est les collectivités. On se prête aussi entre collectivités, on se prête entre États, etc. C'est la confiance qu'on a dans le remboursement de l'autre, qu'il rembourse d'ailleurs, peu importe dans la monnaie, du moment qu'il rembourse évidemment le nominal, hein, peu importe s'il est converti après en choux, en carottes, en dollars, en euros, mais qu'il rembourse. Et plus le pays est en difficulté, c'est-à-dire moins le pays produit, moins le pays exporte, plus le pays a fait des choses un peu inconséquentes. Par exemple, l'Irlande, il y a quelques années, sur sa dette privée, ou bien Chypre, il y a quelques semaines, où il y avait un casino financier, ou quand vous avez une institution financière comme à Chypre, qui pèse 7 fois ou 8 fois le PIB, c'est-à-dire la production réelle, hein, qui n'est que de l'huile, ça va s'arranger parce qu'il y a du gaz, il y a des gisements de gaz. Mais c'est moins on a confiance plutôt dans le remboursement des États, donc dans l'ordre, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, même si ça s'arrange un peu, mais en tout cas c'est sur la bonne voie, et puis bien sûr l'Italie, et puis bien sûr la France, après, mais pour l'instant la France fait confiance, pourvu que ça dure. Donc c'est un problème de solvabilité, ça n'a strictement rien à voir avec un taux de change, strictement rien à voir avec la monnaie dans laquelle une dette est libellée, c'est est-ce que ce pays va me rendre l'entièreté de mon prêt et est-ce qu'il va me rendre dans les délais consacrés au prêt. Voilà, j'aurais pu vous répondre sur des tas de choses, mais là je peux pas. Mais je répondrai à ça parce que c'est faux, parce que Monsieur Mario Draghi, vous direz sur notre site, d'ailleurs vous allez me donner votre adresse courriel et je vous enverrai la citation exacte de la déclaration de Monsieur Mario Draghi, qui a dit, ça a fait un tollé d'ailleurs, évidemment on n'en a pas parlé dans la presse française, mais ça a fait un tollé, le Financial Times, le New York Times ont fait des articles spécifiques là-dessus. Monsieur Mario Draghi, président de la BCE, a dit « Ces différentiels de taux sont dus à 3 risques. » Je répète, puisque semble-t-il vous avez du mal à écouter ce que je dis. Un risque de liquidité, un risque de solvabilité dont vous parlez et un risque de change. Et c'est cette affaire de risque de change qui a fait florès dans les marchés financiers, parce que pour la première fois, on reconnaissait que, en effet, les marchés financiers, ce qui est une évidence, vous croyez qu'ils sont cons ? Bon, ils savent très bien que la probabilité que l'euro explose est manifeste. Je disais tout à l'heure que M. Charles Dallara, le président de l'Association internationale des banquiers à Washington, a dit lui-même qu'il fallait que Chypre sorte de l'euro. Donc, bien entendu, les marchés financiers ont intégré l'hypothèse que l'euro explose. Enfin, écoutez, vous n'êtes quand même pas des enfants de cœur. Donc, il facture ceci et M. Mario Draghi l'a reconnu. Voilà. Merci, M. Asselineau. Ce sera le mot de la fin. Nous n'avons plus le temps pour d'autres questions.